De nombreux sociologues et psychologues ont essayé de comprendre comment, durant la Seconde Guerre mondiale, de bons pères de famille ont pu se transformer en monstres sanguinaires. Le psychologue Stanley Milgram, avec son expérience menée en 1963, dont les résultats mettent en avant notre soumission à l'autorité, fait référence dans le domaine. Dans cette expérience, je ne vais pas vous parler spécifiquement de l'expérience de Milgram, mais d'une expérience particulière menée quelques années après, en 1971, à l'université de Stanford, par le professeur Philip Zimbardo. L'expérience de Stanford, appelée aussi effet Lucifer, est une étude de psychologie sociale sur les effets de la situation carcérale ayant eu un écho médiatique énorme aux États-Unis. Elle fut réalisée avec des étudiants qui jouaient des rôles de gardiens et de prisonniers et visait à étudier le comportement de personnes ordinaires dans un tel contexte. Elle montra entre autres que c'était la situation, plus que la personnalité des participants, qui était à l'origine de comportements pervers et violents. Le 14 août 1971, 9 étudiants, tous volontaires, étaient interpellés chez eux par la police de Palo Alto en Californie, pour être jetés ensuite dans une prison reconstituée au sein de l'université de Stanford et se prêter pendant 2 semaines à une expérience avec 9 autres étudiants qui endossaient eux le rôle de gardiens sous la tutelle du professeur Philip Zimbardo qui jouait lui le directeur de prison. Pour immerger les cobayes dans l'expérience, Zimbardo donna au premier un costume militaire, des lunettes de soleil pour les anonymiser et demanda aux prisonniers de mettre des collants sur la tête pour mimer des crânes rasés et les obligea à porter chaîne aux pieds et blouse sans sous-vêtements. Cet accoutrement ayant pour objectif qu'ils se sentent bien rabaissés, diminués et impuissants. Les gardiens devaient aussi les appeler par leur numéro de matricule et non plus par leur nom. Puis, Zimbardo les a observés vivre au sein de sa fausse prison, 3 bureaux transformés en cellules dans les sous-sols du département psychologie de l'université de Stanford. Suite à l'alerte donnée par une jeune femme qui s'inquiétait de ce qu'elle voyait, Philip Zimbardo dut interrompre l'expérience au bout de 6 jours, au lieu des 2 semaines prévues, car plusieurs prisonniers étaient tombés en dépression nerveuse et les gardiens s'étaient transformés en tortionnaires, humiliant les détenus, les réveillant en pleine nuit pour leur faire des pompes, frottant leurs couvertures sur des buissons épineux et finissant même par leur demander de mimer des jeux sexuels. Pour la petite histoire, la jeune femme qui a alerté Zimbardo sur le fait que l'expérience était complètement en train de partir en vrille est devenue par la suite son épouse. Alors les hypothèses de départ de Zimbardo étaient confirmées au-delà de ses espérances. L'enfermement, l'anonymat des bourreaux et la déshumanisation des victimes provoquent, selon lui, immanquablement la violence. Nous aurions donc toutes et tous en nous les graines du mal qui n'attendraient que le bon contexte, la bonne situation pour, si on les laisse faire, commencer à germer et donner leurs fruits immondes. L'expérience de Zimbardo a été fortement remise en cause, en particulier car elle n'a jamais été reproduite pour en confirmer les résultats, et aussi parce que Zimbardo lui-même y participait. Certains racontent qu'elle aurait même été truquée, que les geôliers auraient, selon les dires de certains détracteurs, été poussés volontairement par Zimbardo à être plus pervers et plus durs. Malgré tout, cette expérience sociologique fait référence aux États-Unis, d'autant plus que depuis, certains faits réels, comme ceux du scandale d'Abu Ghraib en 2004, semblent donner raison à Zimbardo. Le scandale d'Abu Ghraib, c'est une affaire durant laquelle des militaires de l'armée américaine et des agents de la CIA ont été accusés de violation des droits de l'homme à l'encontre de prisonniers lors de la Seconde Guerre en Irak.
Ces prisonniers étaient physiquement et sexuellement abusés, torturés, violés, exécutés. Zimbardo témoigna au procès pour mettre en avant que la situation dans laquelle le commandement avait volontairement ou non placé les soldats les avait conduits à ce genre de dérive. Cette expérience aura permis aussi au professeur Zimbardo de mettre en avant 7 processus sociaux qui, selon lui, savonnent la pente déjà bien glissante nous menant vers le monstre qui sommeille en nous. Premier de ces process, faire le premier petit pas sans réfléchir. Quel que soit le premier pas que vous deviez faire, et encore plus vers le mal, eh bien c'est souvent ce premier pas qui est le plus difficile à faire. Ce premier pas devient beaucoup plus facile à faire lorsque nous ne sommes pas seuls à le faire. C'est ce qu'a démontré l'expérience de Solomon Asch, qui nous a montré comment par mimétisme nous sommes prêts à renier la vérité pour nous conformer au groupe. Et ce qui se joue alors est de l'ordre de l'instinctif. Nous ne réfléchissons plus, nous agissons consciemment ou non par peur du rejet. Rejet du clan, de la tribu, du groupe, qui durant des milliers d'années a été synonyme de mort. C'est ce que confirment en tout cas les témoignages post-expérience où, mis devant le fait, certains sujets ont affirmé avoir agi de cette manière-là, contre leurs convictions, juste pour ne pas avoir à affronter le jugement des autres et le fait de devoir se justifier face au groupe. Deuxième process, la déshumanisation des autres. Bien, ce phénomène de déshumanisation, c'est celui qui explique comment, par exemple, les conquistadors ont pu exterminer sans scrupule les Aztèques, ou comment des êtres humains ont pu traiter d'autres êtres humains comme du bétail lors de la traite négrière. En ne les considérant pas comme des êtres humains, en les rabaissant au rang d'objets ou d'animaux, eh bien, il devenait pour eux beaucoup plus acceptable de leur faire subir de telles atrocités. Alors, à notre époque, la déshumanisation se fait bien évidemment de manière plus subtile. Par exemple, en rabaissant l'autre, en remettant en doute sa capacité de jugement, en supposant que s'il ne pense pas comme nous, c'est que certainement il est limité intellectuellement. Troisième process, la désindividuation. Autrement dit, en perdant son identité dans un groupe composé d'individus portant tous le même uniforme ou devenant un anonyme dans une masse de personnes agissant d'une même manière. Ce principe de désindividuation, il est utilisé pour conditionner des hommes, des groupes d'hommes qui doivent obéir strictement aux ordres qu'on leur donne. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il est important qu'ils soient tous habillés avec le même uniforme, coiffés de la même manière et habitués à marcher sur le même pas. Gustave Le Bon a particulièrement traité le sujet dans son livre Psychologie des foules. Le Bon soutient que les foules existent sous 3 formes: la submersion, la contagion et la suggestion. Durant la submersion, les individus dans la foule perdent leur sens de soi individuel et leur responsabilité personnelle. Ceci est fortement induit par l'anonymat de la foule. La contagion fait, elle, référence à la propension des individus dans une foule de suivre aveuglément les idées et les émotions prédominantes de la foule. Selon Bon, cet effet est capable de se propager entre les individus comme un virus. La suggestion, elle, se réfère à la période dans laquelle les idées
et les émotions de la foule sont principalement tirées d'un inconscient collectif, comme le mettait en avant Jung. Ce comportement provient d'une inconscience archaïque, partagée, et est donc non civilisée par nature. Le bon croyait en particulier que les foules ne pouvaient être une force efficace que pour la destruction, et lui et d'autres ont aussi indiqué que les membres d'une foule ressentent un sentiment de culpabilité juridique beaucoup moindre en raison de la difficulté à poursuivre tous les membres d'une foule. Quatrième process, l'obéissance aveugle à l'autorité. Et j'en reviens à l'expérience de Stanley Milgram qui a mesuré le degré d'obéissance d'un être humain lambda devant une autorité qu'il juge légitime et qui a permis d'analyser le processus de soumission à l'autorité. Notamment lorsque cette autorité ou cette soumission induit des actions posant des problèmes de conscience au sujet étudié. Puisque dans cette expérience, si vous vous en rappelez, eh bien le sujet de l'étude était invité à envoyer des décharges électriques allant jusqu'à 450 volts, donc mortelles, à un homme qui était de connivence avec le professeur. On lui envoyait ces décharges donc lorsqu'il répondait mal aux questions posées. Alors pour l'expérience, comme je vous le disais, l'homme était complice naturellement du professeur Milgram. On n'a pas torturé volontairement des individus. Cet homme, cet acteur simulait la douleur, suppliait que l'expérience s'arrête, invoquait le fait qu'il souffrait atrocement, qu'il avait des enfants, et pourtant, sous couvert de cette autorité qui donnait l'ordre, les deux tiers des personnes testées, donc plus de 66%, sont allés jusqu'au bout de l'expérience et envoyer la décharge maximale de 450 volts. À la différence de l'expérience de Zimbardo, l'expérience de Milgram a été reproduite de nombreuses fois depuis avec les mêmes résultats, voire même une progression du taux de soumission puisque en 2008, il dépassait les 70% chez les sujets étudiés. Ce qui au final, si on prend un peu de recul, ce qui est pas forcément étonnant puisque depuis tout petit dans notre culture, on est conditionné à obéir aveuglément à une autorité qui nous est présentée comme supérieure. Ça commence dès la prime enfance avec papa et maman. On doit obéir absolument à papa et maman, c'est comme ça et pas autrement. Même si papa et maman, ils ont pas forcément raison. On obéit. Ensuite, il faut obéir au maître d'école. Il faut obéir aux professeurs quand on grandit, au lycée, à l'université. Il faut obéir, surtout pas remettre en question la parole du médecin. Obéir aux politiques. Donc comprenez bien que ce processus d'obéissance aveugle, il est induit en nous depuis notre berceau. Cinquième process, la dilution de la responsabilité personnelle. Alors toujours dans l'expérience de Milgram, lorsque des sujets hésitaient, heureusement, on peut le comprendre, à franchir cette barrière psychologique d'envoyer une décharge dans le corps d'un autre être humain, une décharge de 150 volts, et qui demandait l'avis, mais c'est normal ce que je fais là, à la personne en blouse blanche à côté d'eux, il suffisait que cette autorité leur dise: ne vous inquiétez pas, je prends la responsabilité, l'entière responsabilité de ce qui va se passer. Pour que dans de nombreux cas, les personnes qui se questionnaient arrêtent de se questionner et finissent par obéir et aller jusqu'au bout de l'expérience, jusqu'à envoyer les 450 volts. Si on dézoome encore plus sur notre histoire, lors du procès de Nuremberg, c'est aussi ce que répétèrent certains officiers SS. On faisait qu'obéir aux ordres. Et c'est là qu'est toute la perversité de la manipulation de masse. C'est que dès lors que vous morcelez l'acte atroce final qui est votre objectif en plusieurs sous-actes qui sont eux beaucoup plus acceptables, il devient aussi beaucoup plus facile de recruter des centaines, des milliers de petits tyrans, de petits tortionnaires qui vont obéir
et qui vont donc vous permettre d'arriver à votre objectif final, horrible, aussi horrible qu'il soit. Et c'est ce que dirent d'ailleurs certaines personnes jugées pour crime contre l'humanité à Nuremberg. J'ai fait qu'obéir aux ordres. Je comprends pas pourquoi j'ai fait qu'obéir aux ordres. J'ai conduit mon train. Voilà, comme je faisais d'habitude, j'ai conduit mon train. Je ne faisais que transmettre une liste. Je savais pas ce qu'il y avait dessus. Je ne faisais que coller des affiches dans la rue. Je n'ai mis qu'une affiche sur l'entrée de mon restaurant. Je ne faisais que filtrer ceux qui portaient une étoile jaune ou non. J'ai rien fait de mal. J'ai fait que construire des douches. Ce que je faisais déjà depuis tant d'années. Etc., etc. De manière plus générale, dès que les personnes n'ont pas de skin in the game, pour reprendre le terme de Nassim Nicolas Taleb, dès qu'elles ne sont pas impliquées directement dans ce que va provoquer leur acte, quand elles ne risquent pas directement d'en payer les pots cassés, elles sont bien plus disposées à avoir des comportements, à prendre des décisions qui pourraient s'avérer nuisibles pour leurs concitoyens, pour leur entreprise, pour la société. Car elles savent qu'elles ne risquent pas grand-chose au final. D'accord ? Il suffit de voir, pas besoin d'aller voir très loin. Regardez comment se comportent certaines personnes avec leur voiture de fonction. Elles la traitent beaucoup plus mal que si c'était leur voiture personnelle, car au final, c'est pas elles, donc c'est pas elles qui auront forcément à payer les réparations ou l'amende si elles roulent comme des abrutis sur des départementales. C'est pas forcément eux qui payent le PV à la fin. Il y a pas de skin in the game. Donc je peux me permettre de plus facilement, inconsciemment. C'est ce qui se passe aussi au niveau des politiques. C'est ce qui se passe au niveau des politiques. Ils hésiteraient beaucoup plus à prendre certaines décisions qui, objectivement, n'ont pas vocation à servir le bien commun. Ils hésiteraient beaucoup plus s'ils savaient qu'ils risquent d'en payer réellement les pots cassés. 6e et avant-dernier process. La conformité non critique aux normes du groupe. Non critique. Pour tout être humain, le besoin d'être accepté du groupe et la peur qui en découle, celle du rejet, sont des sentiments primordiaux. Comme les autres primates, les humains sont des animaux intrinsèquement sociaux qui, lors de leur évolution, ont eu besoin du soutien de leur clan, de leur tribu pour survivre. Depuis des millénaires, c'est grâce à sa formidable capacité à se socialiser, à vivre en groupe, à créer de l'entraide, à être en capacité de transmettre ses savoirs, ses apprentissages, et bien que l'être humain a su se protéger des menaces qui planaient sur lui et continuer d'évoluer. Cette peur fait partie de notre mémoire cellulaire, car sur la plus grande partie de notre évolution, eh bien, le rejet, ça signifiait la mise à l'écart du clan, mais ça signifiait surtout la mort. C'est la raison pour laquelle, depuis le berceau et jusqu'à notre mort, la peur du rejet est l'une des peurs les plus profondément ancrées en nous. C'est une peur fondamentale, instinctive, primitive, ancrée jusqu'au plus profond de nos cellules. Nous portons donc tous en nous ce besoin viscéral d'être acceptés et cette peur d'être rejetés. Et que nous le voulions ou non, consciemment ou non, ce besoin guide nos pas dans cette vie. Il nous pousse à penser, agir de la manière que nous pensons être la plus à même de nous faire accepter, aimer par le groupe. C'est ce qui fait qu'on se plie si facilement aux décisions du groupe, aux décisions de la majorité. C'est ce qui fait qu'hier soir, tu as accepté d'aller manger dans ce restaurant parce que t'as pas osé donner ton avis pour aller à l'encontre du groupe dans lequel tu étais. Alors que ce restaurant, tu détestes les restaurants japonais. Pourtant, tu y as passé toute ta soirée. C'est ce qui fait aussi qu'un épithète comme complotiste, antisémite, raciste, secte, coupe court à toute possibilité de débat et fait rentrer dans le rang la majorité des personnes qui en sont affublées.
Et je vous renvoie de nouveau à l'expérience de Solomon Asch qui démontre le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au sein d'un groupe. Ce conformisme qui peut même aller jusqu'à lui faire renier la vérité factuelle de ce qu'il voit. En l'occurrence, dans cette expérience, ce trait est plus grand que celui-là. Oui. Et le convaincre, au final, puisque certains, pour se conformer en groupe, ont dit que non, c'est celui-là qui est le plus grand. Eh bien, à la fin, quand ils étaient interrogés, certains étaient convaincus de ce récit intérieur, qu'ils se répétaient sous l'influence du groupe était la vérité. C'est génial, non? Et enfin, septième process, la tolérance passive du mal par l'inaction ou l'indifférence. Naomi Klein aborde ce sujet dans son livre La stratégie du choc où elle soutient que lors d'événements désastreux, ces fameux signes noirs dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, catastrophes naturelles, attentats, etc., qui conduisent en tout cas à des chocs psychologiques chez l'être humain, eh bien ça amène aussi l'être humain à subir une sorte de reset dans son esprit et du coup, il devient beaucoup plus malléable, influençable. Par conséquent aussi, la frontière entre son côté sombre et son côté lumineux devient très faible. C'est très facile de le pousser tout doucement de l'un ou l'autre des côtés de la crête. Globalement, lors d'une situation extrême, qu'est-ce qui se passe? Une situation extrême et qui par définition est complètement inhabituelle, une agression. Vous êtes vous-même agressé ou témoin d'une agression, d'un accident. La réaction commune au plus grand nombre est la sidération, le bug. Il y a un bug dans mon système d'exploitation. Je me fige. Mes logiciels internes n'ont pas été programmés pour répondre à ce genre de situation. C'est ce qui fait par exemple que lors d'une agression dans la rue, dans le métro, quand on voit ça nous derrière notre écran à la télé, on est interloqué par le fait que les personnes autour ne réagissent pas. Sans comprendre que très certainement si on avait été nous à leur place sans y avoir été préparé, on aurait certainement réagi exactement de la même manière. Parce que le problème, c'est juste que la situation que ces personnes sont en train de vivre ne fait pas partie des choses que leur cerveau est capable, programmé pour traiter. Maintenant qu'on a vu ces 7 process, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur et demandez-vous auquel êtes-vous le plus sensible. Est-ce que c'est la tolérance passive du mal par l'inaction ou l'indifférence? Est-ce que c'est la conformité non critique aux normes du groupe? Est-ce que c'est la dilution de la responsabilité personnelle? Est-ce que c'est l'obéissance aveugle à l'autorité? Est-ce que c'est la désindividuation? Est-ce que c'est la déshumanisation? Est-ce que c'est le fait de faire le premier pas sans réfléchir? Demandez-vous auquel de ces process vous êtes le plus sensible et demandez-vous aussi dans quelle situation y avez-vous été confronté la dernière fois. Y avez-vous cédé facilement à ce process? Avez-vous cédé à ce process de manière consciente ou inconsciente? En prenant conscience justement de tout ça, eh bien vous aurez fait la moitié du chemin pour y résister lorsque vous y serez confronté une prochaine fois. Donc ça, c'est important de comprendre. Ouais. C'est comme quelqu'un qui bug lors d'une agression, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Si il fait un sport qui le met en situation potentielle d'agression, il fait de la self-défense, etc., il y est préparé. Donc ça veut dire que si une fois dans sa vie, il se fait agresser, lui peut-être ne subira pas ce bug, il sera capable de réagir. Bien vous, ce sera la même chose. Ce sera la même chose si vous avez conscience de ces 7 process. Donc ça, c'est la première moitié du chemin. Et la seconde moitié du chemin, lorsque vous serez confronté à ça,
que vous en aurez conscience, eh bien, ce sera le fait de décider en pleine conscience d'y céder ou de ne pas y céder. Et c'est pas forcément ce qui est le chemin, la partie du chemin la plus facile à faire. Donc voilà le sujet que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu et que vous souhaitez me témoigner votre soutien, vous pouvez déjà suivre ma page si c'est pas encore fait, suivre cette chaîne YouTube. Vous cliquez sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux. Ou envoyer à vos amis ou en tout cas à des personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Vous pourrez leur envoyer cette vidéo. N'harcelez pas votre famille si vous pensez qu'elle ne serait pas intéressée par ce sujet. Laissez-les tranquilles. À très vite pour une prochaine vidéo.